Bon, c'est parti pour cette deuxième journée de Climax. J'espère que vous allez bien. Nous, on a bien dansé hier soir. Vous avez mis le feu à la caserne hier soir, les Amazones d'Afrique. C'était extraordinaire. Merci pour ce bon moment. Et donc, on va continuer ce matin. Et c'est très bien que tu sois là, Fafa, parce que du coup, il y a une transition qui va se faire toute naturelle. Cette journée, elle est sous le signe de la communauté de destin. Et donc, on va décliner cette question tout au long de la journée. Et on va commencer, pour cette matinée, à s'intéresser à la question de la communauté des femmes. Et donc, pour introduire cette journée, on a le plaisir d'accueillir Céline Papin, qui, auprès de la métropole, est en charge des coopérations territoriales et internationales. Voilà, je vous laisse nous dire le petit mot d'accueil et d'ouverture, et après on enchaînera sur la table ronde. Merci. Bonne journée à tous. Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis dans la nouvelle équipe municipale de Bordeaux, adjointe au maire et également vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des relations internationales. Donc je suis particulièrement heureuse d'être présente ce matin pour ouvrir cette deuxième journée sur un thème ô combien important qu'est effectivement la faire communauté de destin, et avec une table ronde bien sûr sur un sujet éminemment indispensable, à savoir la question de la place des femmes dans cette communauté de destin. Alors, ce sera évoqué forcément dans la suite des échanges. On le sait malheureusement, les femmes aujourd'hui restent et demeurent les principales victimes d'un certain nombre de violences, d'un certain nombre d'inégalités partout dans le monde. C'est vrai ici, c'est vrai en Afrique, c'est vrai encore une fois, nous l'avons vu avec l'actualité récente en Afghanistan. J'avais noté un certain nombre de chiffres, mais je ne vais pas forcément les égriner maintenant, puisque je pense que ce sera évoqué par la suite. Moi, ce que je voulais peut-être simplement souligner, c'est que, outre effectivement l'engagement qui sera porté dans le cadre des interventions qui vont suivre, l'engagement à travers l'expression de voix féminines fortes pour justement améliorer cette question de la condition des femmes, mais aussi d'actions concrètes, hein, comme les actions du docteur Mukwege qui va s'exprimer tout à l'heure. Moi, je voudrais apporter peut-être juste le point de vue de l'élu local, hein, juste vous faire part aussi de l'importance de l'engagement politique des femmes, de la représentation politique des femmes, qui est aussi un point clé pour faire avancer cette question de l'égalité femmes-hommes. Et je voudrais juste témoigner, en tout cas, que cet engagement et cette représentation des femmes dans la sphère politique est de plus en plus forte en Afrique. J'ai pu encore le constater en juillet dernier, puisque j'ai représenté la ville de Bordeaux au congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones, dont on fait partie. Et j'ai pu à cette occasion rencontrer de nombreuses femmes élues de plusieurs pays d'Afrique, des femmes qui sont bien résolues à s'investir dans la gouvernance locale, dans la gouvernance de leur ville, pour conduire des actions, notamment d'accès aux soins, des actions de lutte contre les violences sexistes, mais des actions aussi d'autonomisation des femmes, puisque c'est aussi une des clés, bien sûr, pour permettre aux femmes d'avoir les opportunités qu'elles doivent avoir. Et je voudrais juste ajouter aussi que la ville de Bordeaux, dans le cadre de cette organisation internationale, préside une commission qui a pour thématique économie circulaire, mais aussi égalité femmes-hommes, et que nous allons entamer ces travaux de la commission à l'automne prochain, donc avec notamment la venue d'un certain nombre de femmes élues, de femmes maires du monde entier et particulièrement d'Afrique, donc sans doute en octobre prochain, avec parmi les axes thématiques, effectivement, l'accès aux soins, mais aussi l'appui à l'expression politique de ces femmes, pour faire réseau, pour diffuser des bonnes pratiques et pour développer aussi des programmes de soutien au leadership féminin. Parce que là aussi, on a besoin, clairement, de se soutenir toutes et tous. Et ce sera mon mot final aussi, j'ai dit toutes et tous, parce que bien sûr, cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas uniquement une question féminine. Les hommes ont toute leur part, j'en suis convaincue, dans ce combat que nous menons, et c'est comme cela aussi que nous pourrons construire une société plus apaisée et plus juste
voilà, pour toutes et tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À vous, mesdames. C'est ouvert? Tout est ouvert. Cléopâtre, je pense à vous. Me croiriez-vous si je vous disais que les plus méritantes des femmes d'aujourd'hui voient encore trop souvent leurs compétences niées ou placées sous l'égide de quelques mâles dominants qui auraient succombé à leur charme? Ainsi, à propos de Dilma Rousseff, la nouvelle présidente brésilienne, un journal qui n'a plus à démontrer son rang de leader d'opinion a titré sans complexe « L'élu de Lula ». Il n'est donc point besoin d'être féministe radicale pour se demander quand s'arrêtera l'infantilisation, pire, la chosification des femmes. Aux oubliés de l'histoire, il ne reste que l'espoir des lendemains qui chantent. Alors après chaque révolte, je rêve. Devant les femmes à la fleur coupée, ces déesses à la jouissance mutilée, qui ne goûtent qu'aux douleurs secrètes, je rêve. Devant les voiles pleins d'ombre que les falsificateurs isolent du monde, j'entonne un fado et je rêve. Devant les visages tuméfiés, ces beautés cabossées, amoureuses, épouvantées par l'être tant aimé, je rêve. Devant les trophées de guerre, femmes martyres, violées, comme un ultime outrage fait à l'ennemi, je rêve. Ici, on viole. Là, on voile. Ailleurs, on lapide. Je rêve. Avec toutes mes sœurs qui pleurent à travers le monde et réclament justice, je rêve. Devant les maîtres d'aujourd'hui, tous ces enfants d'hier oublieux du sein maternel, je rêve. Obstinément, je rêve d'un rendez-vous, non des grands hommes, mais des grands humains. Je rêve et j'entends Rosa Parks nous dire « La dignité est à revendiquer à tout prix. Le mot non ignore le sexe de son émetteur. Personne n'est né pour vivre à genoux. Alors, du Cap au Tibet, de Gaza à Katmandou, redressez-vous. » Je rêve et je vois Simone Veil, la philosophe ouvrière. Pour nous tous, elle a éclairé le chemin. L'intelligence accorde bien au féminin, la liberté aussi. Je rêve et j'écris. Chaque page est la peau de mon djung-djung, de son roulement grave. Le djung-djung convoque les princes guerroirs, mais aussi les princesses. Alors, muni de mon djung-djung, j'appelle. J'appelle Aminata Sarr, ma première héroïne, ma grand-mère. J'appelle Aline Sitoé Diatta, la Diola sacrifiée pour la liberté de son peuple. J'appelle les femmes de Nder, qui s'immolèrent par le feu avec leurs enfants pour échapper à l'esclavage. J'appelle Louise Michel, la Vierge rouge, qui sait que seul le savoir libère. J'appelle l'Armée des Sœurs, j'appelle Nadine Gordimer, j'appelle Toni Morrison, j'appelle Mariam Abba. Pour égayer le cortège, j'appelle Lou Andrea Salomé, la belle qui savait tous les usages du feu et illumina Nietzsche jusque dans la folie. J'appelle Aung San Suu Kyi, qui paye le prix de son rêve de justice dans les pas de Gandhi. J'appelle Wangari Maathai, la brave Kenyane qui sème des graines d'idées en Afrique pour la planète entière. J'appelle Shirin Ebadi, qui plante des pousses de paix. J'appelle tant d'autres encore. Pour conjurer la surdité de l'histoire, je tape sur mon djung-djung, mais matin et soir. Je tape et j'appelle les valeureuses aînées qui m'ont légué leurs plus beaux rêves. Dans un monde où l'on invoque Dieu pour tuer, sans relâche, j'appelle les femmes et les hommes de bonne volonté à toujours défendre les droits humains. Quand les longues nuits d'insomnie, ce peuple de silhouettes craintives, quand,
Les soupirs des malheureuses menacent d'éteindre la bougie de l'espoir. Je hisse les drapeaux rouges pour circoncire le gouffre du désespoir. Et dans l'opaque bleu nocturne, effrayé par tous ces filets jetés sur l'esprit, je saisis ma rame, ma plume. Avec cette plume lourde de toutes mes impuissances, je trace le sillage de mon rêve. J'écris. Et même si c'est dérisoire, j'écris. Toujours ce même rêve. Si c'est trop d'aimer, de chérir et de protéger, du moins que l'on respecte les femmes qui mettent le monde au monde. Merci à Chiara Ménard pour m'avoir accompagné dans ce magnifique texte qui est intitulé Fado pour les femmes. C'est un texte d'une grande franco-africaine, Fatou Diom. Merci à toutes deux pour ces paroles et ces voix puissantes. On va accueillir Maud Salomé qui est là. Voilà, bonjour Maud Salomé. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On vient d'entendre des paroles très puissantes. Peut-être les as-tu entendues aussi en nous suivant. Et bienvenue à toi sur cette table ronde aussi. Tu devais être avec nous. Merci. Et en présentiel, mais voilà. C'est une journée pleine de surprises et pleine d'inattendus. On va s'adapter et je suis sûre que le public sera compréhensif de tous ces petits changements qui sont liés aussi aux aléas de la crise sanitaire. Femmes debout, l'avenir de l'Afrique. L'histoire de l'émancipation et de la lutte des femmes pour l'égalité, elle date d'une période bien antérieure à la colonialité. C'est depuis dans l'époque précoloniale déjà, on trouvait des sociétés matriarcales en Afrique. Il existait des communautés où les femmes pouvaient être des chefs de village. Elles avaient un rôle puissant dans les communautés. Elles étaient respectées. Elles pouvaient être chefs et il y avait même des distinctions qui étaient non genrées. C'est-à-dire qu'elles pouvaient être chefs, peu importe qu'il soit homme ou femme, c'était un principe non genré. Et puis la colonisation a participé à réduire ce pouvoir et cette autorité et à enfermer la place de la femme dans un rôle beaucoup plus étroit. Et aujourd'hui, des femmes africaines n'ont pas la partie facile. On va voir qu'à travers les témoignages qu'on va recueillir aujourd'hui, on va voir que le corps des femmes est devenu un champ de bataille. Qu'aujourd'hui, les femmes africaines, alors qu'elles représentent, par leur travail acharné, par leur force de résilience, par leur stratégie de solidarité, elles représentent les premiers agents économiques et sociaux du continent. Et pourtant, leurs corps sont un champ de bataille. Grossesses multiples, soumission, violence, mariage précoce, mutilation génitale, viol. Selon le rapport sur la condition féminine publié par le Fonds des Nations Unies pour la population, la situation est de plus en plus alarmante dans certaines régions du continent. Aujourd'hui, ce sont des femmes debout qui vont s'exprimer, des résistantes, des survivantes, la résilience chevillée au corps et qui ont comme engagement celui de changer les lignes, de faire bouger les lignes et de participer à la métamorphose. Si pour les femmes aujourd'hui en Afrique, le pouvoir de dire non reste encore à conquérir, ces voix se libèrent, le féminisme se réinvente et ces voix s'élèvent. Et c'est voilà qu'on va écouter aujourd'hui. Donc c'est un grand honneur de pouvoir vous avoir autour de cette table ronde.
Fafa, je t'ai brièvement présenté tout à l'heure. Tu es comédienne et musicienne et chanteuse depuis plus de 10 ans, beaucoup plus même. Tu es originaire du Bénin et tu te présentes comme une femme cocktail, tu viens de dire tout à l'heure. Tu vas nous dire pourquoi. Est-ce que peut-être tu peux déjà dire l'engagement que tu portes avec les Amazones d'Afrique et peut-être aussi un engagement plus personnel qui fait que cette question du droit des femmes, elle est essentielle à la fois dans ton engagement d'artiste et dans ton engagement de femme. Merci. Bonjour. Je suis très contente d'être ici avec vous sur ce plateau pour parler des femmes. Hein. C'est nous. Déjà, pour commencer, je suis venue à Bordeaux avec le collectif Les Amazones d'Afrique. Et c'est un collectif de chanteuses qui est né en 2015 sur l'idée de Valérie Malo et de Mamani Keïta, qui est du Mali, et de Mariam de Amaro et Myriam, aussi qui est du Mali. Elles se sont dit qu'à un moment, voilà, il fallait monter quelque chose, il fallait faire quelque chose, il fallait qu'elles utilisent leur voix et qu'elles appellent d'autres chanteuses aussi à se joindre à elles pour dénoncer. Parce qu'à un moment, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par des femmes, il y a beaucoup d'associations, mais avec la position de chanteuse, on a plus de facilité à aborder tous ces sujets-là qui sont tabous, qui sont sensibles. Et elles ont eu cette idée avec Valérie Malo, qui est française, et qui est bien au courant de toutes ces choses-là, parce qu'elle a passé beaucoup de temps en Afrique aussi. Et donc, du coup, elles ont monté ce collectif en 2015. Et il y avait Angélique Kidjo qui s'est jointe, Oumou Sangaré. Il y a des chanteuses du Nigeria, d'un peu partout, voilà. Et c'était vraiment constitué quasiment que de femmes. C'est-à-dire que même les instrumentistes, c'était des femmes. À la batterie, c'était des femmes. C'était vraiment un combat par les femmes, pour les femmes. C'était l'idée vraiment, c'était ça, c'était vraiment ça. Et c'est toujours ça d'ailleurs. Et le point fort du départ de ce projet, c'est quand même Madina Ndiaye, hein, la joueuse de kora. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous pouvez toujours regarder sur Internet. Vous verrez l'histoire de Madina Ndiaye, qui est malienne, qui est la première joueuse de kora au Mali. Cet instrument qui est à la base extrêmement masculin, que seuls les hommes jouent. Et Madina, aujourd'hui, elle est aveugle. Et l'histoire serait que c'est parce qu'elle a désobéi à la tradition. Elle a désobéi, elle a osé, je dis bien, je pèse mes mots, elle a osé aller contre la tradition. Cette tradition-là, que ce sont les hommes qui doivent jouer la kora et pas les femmes. Et que c'est pour ça qu'elle a eu une malédiction et qu'elle est aveugle. C'est l'histoire qui court aujourd'hui. Mais en réalité, c'est pas ça. Elle a juste eu une infection des yeux, ça s'est mal passé. Et voilà, elle est aveugle. Donc, ils ont voulu jouer avec sa maladie pour empêcher justement d'autres. Ça n'a rien empêché. Aujourd'hui, il y a des jeunes joueuses de kora. En France même, il y a des jeunes joueuses de kora. Voilà, c'est l'histoire. Et nous, l'histoire de Madina, ça fait partie de toutes ces femmes-là qui veulent changer les choses et qui vraiment viennent devant, osent. Elles osent affronter le patriarcat. Voilà, elles osent affronter la tradition. Et donc, les Amazones d'Afrique, c'est un peu ça. C'est ça surtout. Et donc, en 2000, donc, elles ont fait des tournées. Moi, je n'y étais pas encore. Elles ont voyagé partout. Elles ont joué à Bamako. Je vous dis bien, elles ont joué en Afrique, elles ont joué partout. Et moi, je suis rentrée dans les Amazones en 2019 parce que l'idée de la production et de toutes ces aînés-là qui nous ont procédé, c'était d'introduire maintenant des jeunes, des plus jeunes. Donc, il y a Kandi Gira qui est du Burkina, il y a Nyariou qui est une jeune Peul née en France, mais qui est de la Guinée, qui est bien ancrée dans sa tradition française, mais aussi guinéenne. Et il y a évidemment Mamani Keïta qui est toujours là. Elle fait partie des 3 premières qui ont mis en place les Amazones d'Afrique. Et puis moi, évidemment, Fafa Rufino. Et donc, en fait, pourquoi mettre des plus jeunes? Parce que ce sont les jeunes qui vont prendre la relève et assurer aussi
le changement, voilà. Et nous, les jeunes, nous avons notre langage. Nous avons notre façon de parler, nous avons notre façon de voir les choses. Donc, la meilleure façon de justement de toucher tous ces jeunes-là, c'est de mettre des figures jeunes qui vont s'exprimer avec leurs mots, parce que les années sont passées, mais les problèmes demeurent les mêmes. Les jeunes filles sont toujours violées, il y a toujours des jeunes filles qui sont vendues, il y a toujours des jeunes filles qui sont placées. Aujourd'hui, on appelle ça l'esclavage moderne, mais il y a toujours des jeunes filles qui sont placées dans des familles, et puis les mamans ne sont pas au courant. Hein. C'est des oncles qui viennent parce qu'ils ont besoin de sous, ils prennent la petite fille de 12 ans, ils l'envoient dans une famille, et cette famille-là va payer peut-être l'équivalent de 20 € au tonton tous les mois, à l'oncle tous les mois, et la petite, elle est exploitée. On l'enlève carrément de l'école, et c'est toutes ces choses-là. Et donc, du coup, pour toucher justement les jeunes, pour qu'ils se prennent, qu'ils forment des associations et qu'ils lèvent leur voix contre toutes ces choses-là, la production a dit que bon, on va mettre des jeunes dedans. C'est pour ça que sur ce deuxième album des Amazones, vous avez, donc forcément, on fait une musique qui attire les jeunes. Parce qu'une fois que la musique les a attirés, maintenant, ils seront attirés par le message, ils vont écouter. On écoute d'abord la musique, et après, on se dit, ah, mais qu'est-ce qui se dit dedans? Et donc, je pense que ça a marché, la production a réussi, puisque nous, partout où on est parti, on a fait des conférences, on a fait des séminaires, même en France ici. Et j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que cette fois-ci, on a élargi le cercle, la vision des Amazones. C'est vrai, on s'appelle les Amazones d'Afrique, mais là, au départ, on parlait beaucoup d'excision, de viol, de mariage forcé. Mais là, on a élargi aux violences conjugales, on a élargi à toutes sortes de violences faites aux femmes et aux jeunes filles, mais vraiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, partout où on passe, et on passe notre message, que ce soit des Européennes, des Asiatiques, des Africaines, tout le monde se sent concerné par ce qu'on dit. Parce qu'il y a il y a de la brimade. Il y a de la brimade. La femme, elle est brimée. La jeune fille, que ce soit européenne, africaine, asiatique, elle est brimée. Brimée sur tous les plans. Il y a de la brimade morale, la brimade physique. Et puis, évidemment, sans parler de nos droits. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait... Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de lutter pour avoir une journée de 8 mars. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on a une journée pour les hommes? Il n'y a pas. C'est de vous dire qu'on a tellement été brimés qu'on a dû aller arracher quelque chose pour obtenir jusqu'à immortaliser une journée pour les droits de la femme. C'est que vraiment, ça ne va pas. Et donc, les Amazones, nous sommes sur les routes depuis pour ça. Et partout où on passe, le message y passe. Après, moi, comme je vous ai dit hier, si je prends le micro, je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai tellement de choses. Là, je suis juste sur le général. Je ne suis même pas encore arrivée sur tout ce qui est personnel. Ta vie personnelle. Sur ma vie personnelle, sur la vie de ma mère. Ta maman. Qui m'a mis les pieds à l'étrier depuis... Je suis née dans son ventre, elle était déjà dans les rues en train de faire le combat des femmes. À l'époque de Thomas Sankara. Oui, elle faisait partie, on les appelait les go de Sankara. C'était Thomas Sankara. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas vécu très longtemps. Parce que, oui, parce que c'est un homme qui décide, on va dire, entre guillemets, de libérer les femmes. C'est un homme qui décide de dire que maintenant, les femmes, elles doivent avoir le pouvoir. Les femmes, elles doivent sortir, elles doivent être capables de monter des orchestres, elles doivent faire ce qu'elles ont envie de faire. Et si vous voyez des photos de Sankara, vous allez voir, quand il y avait les marches sur Internet, vous allez voir, Sankara, il était entouré que de beaucoup de femmes qui le suivaient parce qu'il leur a donné la possibilité d'ouvrir la bouche. Il leur a donné la possibilité de s'exprimer, de montrer qu'elles ne sont pas faites que pour être des mères, des fermières, tu vois, c'est pas des vaches laitières, qu'elles aussi, elles ont un cerveau, elles ont une voix et qu'elles peuvent s'exprimer. Et je pense qu'à son époque, les hommes, ils n'étaient pas trop d'accord avec lui. Donc voilà. Et ma maman, elle faisait partie de tout, elle était jeune, elle faisait partie de tout ce mouvement-là. Et puis après, évidemment, elle a décidé d'épouser mon père et elle est venue s'installer au Bénin et elle a continué son combat. Et je vais vous dire quelque chose qui est très, très personnel. J'ai su seulement, quand j'ai commencé les Amazones, que ma mère et toutes mes tantes étaient excisées. Ma mère, elle ne m'a jamais dit. C'était une guerrière, voilà. Pour moi,
c'est l'image même de l'Amazone, ma mère. Et elle a monté des ONG et tout avec des amis. Elles ont lutté contre l'excision et tout ça. Elles voyageaient partout au Burkina et elles allaient... Parce que l'excision, vous savez, c'est un métier pour ces bonnes dames aussi. Hein. C'est avec ça aussi elles nourrissaient leur famille. Donc, il fallait leur trouver quelque chose. Quand on leur dit, bon, vous n'excisez plus, vous déposez tout votre matériel, il fallait leur trouver quelque chose, un commerce, quelque chose pour qu'elles entretiennent. Donc, ma mère et son association, elle faisait ça. Elle leur disait, sur les places du village, vous venez toutes les exciseuses, vous posez votre matériel et on vous donne un fonds de commerce et tout ça. Et moi, en 2000, donc j'ai jamais imaginé qu'elle avait subi ça. Et c'est en 2019, quand elle a appris que je faisais partie des Amazones, je suis allée lui annoncer que voilà, je vais commencer à parler des sujets tabous. Ah, voilà, et devant moi, elle fond en larmes. Elle a 80 ans aujourd'hui. Elle fond en larmes. Elle me dit, ah, je suis très fière de toi. Tu es en train de reprendre le combat. Ben, sache que moi, ta maman, ta tante, nous toutes là qui étions dans l'association, toutes tes tantes là de ma génération, on a toutes subi l'excision. Et là, je ne sais pas comment je vais vous dire, j'étais choquée parce qu'on vous dit ça. Je me suis vue l'image de ma mère petite, enfin, je me suis imaginé des choses. Et bref, et j'ai appris aussi que ma tante, que j'adore, a été mariée de force par leur oncle à 14 ans. Il est venu, il a chopé la tante, et puis voilà, il a marié un monsieur qui avait 65 ans, bref. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler parce que je pense qu'il y a d'autres témoignages. Je vais juste m'arrêter là parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire et il n'y a que nous qui puissions faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Nous, on va continuer et puis on espère qu'il y aura aussi des plus jeunes que nous qui vont prendre la relève. Mais la femme africaine, elle est trop brimée, quoi. Et ça change pas. Ça change pas. Même quand elles font de la politique. Là, j'ai un bouquin d'une amie qui vient de sortir au Bénin. Le bouquin s'appelle Bris de silence. Si vous le lisez, vous pleurez. Je m'arrête là. Merci, Fafa. Deux-Anges Cablo, Deux-Anges, tu es une survivante. Oui, Hier, tu as dit quelque chose de très puissant. Tu m'as dit, j'ai transformé ma douleur en puissance. J'ai transformé ma douleur en force. en pouvoir. En pouvoir. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience et ce que tu as envie de délivrer comme message? Je rappelle que tu es une des porte-paroles et coordinatrices du mouvement national en République du Congo, en République démocratique du Congo, contre les violences sexuelles faites aux femmes. Oui. Et à ce titre-là, tu travailles notamment auprès du docteur Mukwege en tant qu'assistante psychosociale maintenant. Oui. Mais ton parcours de vie a été celui d'une résistante et tu as traversé des épreuves qui aujourd'hui font que tu es une femme debout et que tu as du pouvoir. Merci beaucoup. Je viens dans un pays où le chaos est organisé pour permettre à des compagnies de faire de l'argent pour exploiter nos minerais précieux. Je suis survivante des lignes de stratégie utilisées pour que la société congolaise soit purement un tissu qui a été utilisé comme arme de guerre. Donc, mon histoire ici, ça ressemble à celle d'autres survivantes qui ont resté en République démocratique du Congo.
Avant de parler de mon histoire, je vais vous raconter les histoires d'autres femmes de mon village. Dans mon village, j'avais une voisine qui avait un bébé, un trop joli bébé. Les milices, le groupe armé rwandais était venu dans notre village. Ils ont obligé à cette femme-là, de mettre son enfant dans un mortier et commencer à piler cet enfant comme de la farine. Nous, surtout chez nous, on utilise le mortier pour piler la farine de manioc pour avoir de la nourriture. Cette femme croyait qu'elle sera sauvée si elle fait ça. Elle a commencé à piler son enfant qui lui regardait et qui l'appelait maman. Maman, maman. La femme n'avait pas le choix. Elle a pilé son enfant et son enfant est mort. Du coup, la femme était aussi tuée. C'est dans mon village. C'était pendant la nuit. Les groupes armés étaient venus dans mon village. Ils ont commencé à voler nos vaches et nos chèvres et tous les biens de valeur de notre village. Nous, on dormait avec papa et maman dans notre petite maisonnette. Après ça, ils ont dit à papa d'amener les documents de son chat. Donc, on avait des champs où on hébergeait les vaches. Papa a donné. Nous, on était en train d'assister dans notre chambre. Ils nous ont fait sortir de l'extérieur. Et ensuite, ils ont enfermé papa et maman dans la maison. Ils ont brûlé notre maison. Après ça, après avoir volé, on était partis avec nous, un groupe des hommes et un groupe de femmes. Le groupe des hommes, c'était pour transporter les fardons qu'ils ont déjà pillés dans notre village. Nous étions partis dans la forêt. C'est une grande forêt, c'est un grand village qu'ils ont déjà. Et là, ils ont presque tout dans ce village, dans cette forêt. Nous, on était maintenant exploités sexuellement pendant 6 mois. J'étais encore un petit enfant de 15 ans. Je ne savais rien. Pendant ces 6 mois, l'homme qui me violait le matin, ce n'est pas celui qui me violait le soir. Donc, je changeais les hommes au fur et à mesure pendant tout ce temps, durant les 6 mois dans la forêt. Non seulement ça, quand l'homme vient vers toi en tant qu'une femme, quand il est dégoûté de toi, il crache. Donc, je ne sais pas comment faire, mais ça revient dans moi. Il crache dans ton vagin. Il te dit dans son langue maternelle, la Kinyarwanda, Kichuchu. Donc, tu as été violé, tu es méprisé, et à la fin de compte, elle peut même te tuer parce qu'elle n'a plus envie de te violer. J'ai vu des femmes qui ont été tuées dans mes yeux. C'était vraiment compliqué. C'était ça le calvaire de ma vie. Durant ces 6 mois dans la forêt, j'ai vécu la souffrance qui existe au monde. J'ai eu des pires souffrances parce que, à part la violence, on me frappait comme pas possible. À part les souffrances, les femmes, avant qu'il aille à la rivière pour puiser, avant qu'il aille faire d'autres choses,
chercher des bois dans la forêt pour venir préparer de la nourriture. Il faut qu'ils prennent du thé, et les thés là, ce sont des fouets. Nous, on frappait du matin au soir. Ils te violent le matin, ils te frappent. Ils te violent le soir, ils te frappent. Tu es frappé, tu es appelé, tu es injurié de n'importe quoi. Donc, tu es utilisé. Les animaux avaient des valeurs que nous, en tant que femmes. C'était vraiment compliqué pour nous. Après un temps, après 6 mois, on était habitués maintenant de cette souffrance. On était là maintenant pour prier Dieu. C'est toi qui peut-être va nous faire sortir de cette souffrance. Ou soit, moi je me disais peut-être c'est moi qui va mourir demain. Parce qu'aujourd'hui il y a tel qui vient de mourir. Il y a tel qui vient de mourir. J'ai commencé à compter au bout des doigts ma vie qui est en train de se terminer. C'était pire. La vie que j'ai menée dans la forêt, c'était une vie là extraordinaire. Du coup, lorsque ils ont décidé d'aller voler dans un autre village, c'est maintenant que j'ai échappé. J'avais échappé avec d'autres femmes. Et le fait d'échapper, c'était aussi compliqué parce que c'est une grande forêt. Et là, quand on avait échappé, on était égarés dans la forêt. 2 semaines en train de marcher, mais on ne sait pas où aller. On est en train de traverser des forêts, des arbres et des arbres. Du coup, on est calé, on est bloqué. On se dit, si on nous raconte encore ici, c'est la mort. Donc, on s'est donné du courage pour qu'un jour, peut-être, on peut avoir un petit sentier pour voir si on peut trouver des endroits. Dans ces 2 semaines, on mangeait les petits fruits de la forêt. Et quand on arrivait tout juste auprès de la rivière, il y a des sables, il y a des petits sables là que nous, on prenait comme nourriture pour voir si demain, on peut encore vivre. C'est ainsi que, après 2 semaines de marche, les pieds étaient déjà gonflés. On avait des plaies un peu partout. J'ai des cicatrices sur mon corps. C'est compliqué. On est arrivé dans un village. C'était un dimanche, je me souviens, où quand on était arrivé, c'était juste au carrefour. Les gens commençaient à nous regarder et dire que nous sommes des folles. Parce que c'était incroyable. On n'avait plus des habits avec nous. On avait de l'odeur là qui était bizarre. Et nous, la façon de s'exprimer, c'était pour nous compliqué parce qu'on était directement traumatisés. On a manqué où aller. C'est après l'église qu'il y a un pasteur qui est venu vers nous et nous, on s'est dit non, nous venons de la forêt. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Le pasteur, il est venu, nous étions partis à l'église. C'est à cette église qu'on nous a essayé de nous donner des habits, on a essayé de nous donner de l'eau chaude pour se laver. Du coup, on était à 5, j'avais 4 femmes et moi. Quand on s'est lavé, il y a la femme qui était fatiguée et désespérée. Elle est morte là-bas quand on était en cette église. Quand on a vu que cette femme est morte, on a dit non, vous aussi vous allez mourir. Cherchez où aller. Nous n'avons pas là où on va enterrer les gens. C'était compliqué pour nous. C'est ainsi que je me suis souvenu, non, ici là où je suis, j'ai commencé à demander l'adresse de mon village. On m'a donné l'adresse de mon village. Je suis partie avec cette femme dans mon village et
C'est là que j'ai appris que je quittais la forêt en état grosse. Mais moi, je ne savais pas. J'avais 15 ans. Je ne savais pas c'est quoi la grossesse. Je voyais seulement le ventre qui était en train de gonfler à tout moment. Je ne savais pas si c'était la grossesse. Bien sûr qu'il y avait des histoires qui bougeaient dans mon ventre, mais je ne savais pas. J'étais encore vraiment trop petite. C'est dans mon village, comme dit. Donc, c'était aussi difficile de nous accueillir dans notre village, dans mon village natal, parce qu'on voyait là, on disait non, ça, ce sont des folles. Elles ne peuvent rien faire. On était stigmatisés, on était renfermés entre nous. Avec ça, moi, quand je regardais quelqu'un qui parlait, même s'il ne parlait pas de mon sujet, je commençais à aller me battre. Je n'avais plus l'envie de me laver, moi, non. Donc, j'étais devenue pirement folle. J'avais commencé à prendre des drogues. Dès que j'ai appris que j'ai la grossesse, j'avais commencé à prendre des drogues pour voir si, peut-être avec ces drogues, ça va m'aider à avorter mon enfant. Je fais des bizarreries et des bizarreries dans ma communauté. C'est après que la clinique mobile de la Fondation Panzi, l'hôpital du docteur Mukwege, était venue. Ils ont commencé à nous prendre en charge. Avec cette clinique mobile, moi j'étais restée parce que je n'attendais qu'un mois pour mettre au monde. Il y avait aussi les femmes là que j'étais venue avec dans la forêt, elles sont parties directement à l'hôpital général de Panzi. Mais malheureusement, elles sont aussi décédées. Il y a 2 femmes qui sont décédées. L'une avait eu déjà le VIH-Sida et l'autre avait le cancer de col de l'utérus. C'était pour eux compliqué. Moi, quand j'avais mis au monde, je voyais cet enfant. Je me rappelais souvent mon histoire. Je me rappelais des hommes qui me violaient chaque fois. Je me rappelais de toutes les tracasseries. Je me rappelais de comment on prenait nos vagins là et mettre des déchets. On pourrait mettre même les sticks d'arbres dans le vagin et tu n'as rien à dire parce que tu es soumise. Tu n'attends que soit mourir, soit tu n'attends que échapper à la mort. Avec cet enfant, je n'avais pas envie de lui faire téter, le lait maternel. J'avais envie de lui suicider parce que moi, dans ma tête, j'avais toujours envie de me suicider. Je ne me voyais pas que je serais encore une personne un autre jour, non. J'ai trouvé que c'est la fin du monde. Avec cet enfant, chez nous, il y a une rivière. Avec cette rivière, j'ai tenté prendre quelque chose et jeter cet enfant dans la rivière. À part ça, je suis partie, il y avait des organisations comme MSF Hollande, qui m'a envoyé des psychologues, qui m'ont quand même aidé. À part ça, je suis partie continuer mes études parce que j'étais encore à 3e année des humanités. J'ai étudié jusqu'en 6e, j'ai eu mon diplôme. Après ça, je suis partie à Bukavu, dans la Cité de la Joie. C'est la Cité de la Joie, c'est pour la directrice nationale, c'est Madame Christine Schuller-Descriver. C'est dans cette Cité de la Joie que j'ai repris ma force. Parce que les 6 mois que j'ai fait dans la forêt et les 6 mois que j'ai fait dans la Cité de la Joie, ça transformait, les 6 mois que j'ai fait dans la Cité de la Joie a transformé ma peine en pouvoir. J'ai eu la chance d'étudier, surtout avec la santé de la reproduction que j'ai étudié avec le docteur Denis Mukwege. Il m'avait donné le miroir.
Le docteur Denis Mukwege, quand il m'avait donné un miroir, il m'a dit, je te donne ce miroir. Ce n'est pas pour te regarder dans les figures, parce que je sais que tu es toujours belle. Mais à tout moment, va regarder ton vagin et aime ton vagin. Parce que tu es une femme extraordinaire. Tu es une femme qui a survécu toutes ces choses, toutes ces étapes qui étaient passées dans la forêt, tu as survécu. Et j'ai cette miroir jusqu'à maintenant. À part ça, j'ai adhéré au mouvement national des survivantes. Avec ce mouvement où je trouve mes pères survivantes. Et avec ça, ça me permet aussi de me relever chaque fois pour faire les sensibilisations à d'autres personnes dans la communauté. Si nous trouvons une survivante ou une survivante, nous faisons directement les référencements médicaux. Nous faisons maintenant les prises en charge psychosociales. Nous faisons aussi les renforcements juridiques. Mais malheureusement, notre pays aussi est compliqué. Pour les renforcements juridiques, notre pays est corrompu. C'est dans la cité de la joie, et grâce au docteur Mukwege, qu'on m'a appris à commencer à aimer mon enfant. Ce n'est pas que je l'aime beaucoup, mais je commence à l'aimer. Il m'a demandé d'aller dur à mon enfant, d'aller demander à mon enfant pardon. Pour moi, c'était compliqué. Je me suis dit, comment je vais commencer à m'asseoir avec mon enfant et commencer à lui demander pardon. Dans notre village, dans nos coutumes, ça ne se fait pas. Toi, la grande dame, toi, une mère de l'enfant, tu lui demandes pardon. Ça ne se fait pas. C'est ainsi que j'ai écrit un poème. Vous allez m'autoriser de le lire. J'ai écrit un poème intitulé « Lettre à mon enfant, fruit du viol ». Mon enfant, je viens te voir pour te demander pardon pour toutes les mauvaises choses que je t'ai faites alors que tu n'étais qu'un bébé. Tu étais un être innocent. Mais j'ai tenté de me suicider parce que ta présence me rappelle trop souvent mon histoire. J'ai voulu te jeter dans une grande rivière, mon enfant. Te tuer pour voir si peut-être je pouvais oublier tout ce qui m'est arrivé. Mon enfant, je te demande pardon. La communauté dans laquelle je vécu n'a pas accepté ta présence. Elle s'est permise de t'appeler Nyoka, Serpa, et les autres t'appelaient Haram. Pendant de longues années, pour te dévaloriser, mon enfant, je te demande pardon. Oui, tu es le fruit des viols et tout le monde le sait. Mais ta maman n'a pas pu vouloir tout ça. Mon enfant, fruit du viol, arrête de me poser tant de questions sur ton père biologique. Car je ne sais pas quoi te répondre. Tes pères sont nombreux. J'ai passé 6 mois dans la forêt. Tu dois comprendre le calvaire que j'ai dû survivre pour t'avoir. 3 hommes différents violaient ta maman chaque jour. Comment puis-je savoir lequel d'entre eux était ton père, mon enfant? Malgré toutes ces intimidations, cette violence, toutes ces atrocités, malgré ces innombrables viols, ta maman a survécu. Mon enfant, fruit du viol, je ne te le dis pas pour que tu aies été vengé,
mais pour que tu prennes conscience de ce qui se passe dans ton pays, mon enfant. Mon enfant, j'ai l'espoir que demain, tu feras partie des décideurs de ton pays. Je te demande une chose. Travaille pour l'intérêt de ton peuple. Tu dois prendre et aider les personnes qui luttent contre les violences sexuelles et toute autre forme de crimes contre l'humanité dans ton pays. Tu dois te battre pour créer un beau système afin que notre pays soit stable. Et tu dois te battre pour instaurer la paix dans les zones à conflit dans ton pays. Je ne veux pas que tu sois spectateur de ces atrocités. Je veux que tu sois la voix des sans-voix, la voix des personnes démunies, de ces vivantes des viols et violences sexuelles et des enfants fruits du viol comme toi, mon enfant. Mon enfant fruit du viol. N'aie pas peur d'être appelé comme ça, car c'est ton histoire et qu'elle est connue par tout le monde. Des grands décideurs ferment encore les yeux, mais toi, mon enfant, tu les ouvriras bien avec plus et ferme énergie. Je remercie les femmes et les enfants qui m'ont appris à t'aimer et à te dire la vérité. Maud Salomé, tu es là avec nous? Oui. On vient d'entendre, j'ai besoin d'un peu de silence là pour accueillir le témoignage de deux anges. Et ce qu'on comprend, c'est que le corps des femmes est un objet de guerre. Et depuis ici, depuis notre confort ici, il y a besoin de comprendre qui sont les chefs d'orchestre de cette barbarie et au service de quelle intention. Deux anges parlaient des minerais précieux, des minerais de sang, comme on parle aussi des diamants de sang. On parle de minerais de sang. Est-ce que tu peux nous éclairer et nous faire comprendre comment ce corps des femmes et cette question des extractions, cette violence faite aux femmes avec ce corps qui est mutilé, meurtri, et pas que les corps, et l'extraction de ces minerais comme le coltan qu'on a tous dans nos batteries de téléphone et dans nos batteries de vélo. Comment c'est lié? Qui sont ces chefs d'orchestre? D'abord, je voudrais apporter beaucoup d'amour à des anges avec qui je travaille depuis 4 ans et j'aurais voulu être avec elles aujourd'hui pour affronter avec elles chaque fois ces témoignages qu'elle fait, c'est toujours difficile et ça me fait vraiment mal au cœur de ne pas être avec elles aujourd'hui. Pour expliquer en fait la situation géopolitique de RDC, c'est assez compliqué et ça devient de plus en plus compliqué. Surtout lorsqu'on est sur le terrain, qu'on investigue en profondeur en fait sur les causes du chaos actuel qu'on vit en RDC et qu'on fait rentrer en ligne de compte tous les paramètres de cette crise et les protagonistes qui sont impliqués dedans. C'est vraiment compliqué d'aller droit au but, mais je vais quand même expliquer.
ce qui est particulier chez nous en RDC avec l'exploitation des minerais de sang, comme ce fameux cobalt qui est le plus connu aujourd'hui, mais il y a aussi l'or chez nous, il y a le diamant, on retrouve aussi du cuivre, du pétrole. Et pour faire le lien avec cette arme de guerre qui est le viol avec extrême violence, il faut parler donc effectivement des personnes qui orchestrent tout ce chaos. Et donc, il y a une oligarchie qui dirige le monde aujourd'hui, qui sont les propriétaires de multinationales occidentales, qui tirent les ficelles. Ce sont ces multinationales qui financent les médias, qui financent les partis politiques un peu partout dans le monde, qui organisent aussi tout ce lobbying pour voter des lois, pour voter les politiques économiques, les politiques de fonctionnement sociétaux et beaucoup d'autres choses en fait. Et en fait, ces multinationales financent également la création et le fonctionnement de milices rebelles qui sont chargées vraiment de déstabiliser des villages qui se situent sur des zones qui sont stratégiques, qui sont riches en minerais, donc en RDC. Évidemment, ces multinationales, elles vont utiliser ces minerais pour créer des téléphones notamment, ça c'est vraiment le plus connu, mais beaucoup d'autres choses aujourd'hui qui sont, qu'on a l'impression que c'est d'utilité quotidienne, obligatoire. Et en fait, le mode opératoire, pour que tout le monde puisse bien comprendre, qui a largement prévalu d'ailleurs et qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui a largement prévalu pendant de nombreuses années, ce sont donc ces milices rebelles. En RDC, on a vu apparaître ces milices à partir de 94. Ça correspond vraiment à la fin du génocide et des massacres qui ont eu lieu au Rwanda. Donc je rappelle que le Rwanda, c'est un pays qui est frontalier de la RDC au niveau de l'est du pays, donc les provinces du nord et du sud Kivu aujourd'hui. Et en fait, ces milices étrangères, aujourd'hui, ce sont des milices avec aussi des éléments nationaux. Il y a la création de nouvelles milices. Et en fait, elles arrivent dans un village, elles l'attaquent, elles pillent les biens, elles violent massivement les femmes, les filles. Ce sont des actes de barbarie qui sont vraiment traumatisants. Des Anges en a donné quelques exemples. Et en fait, ça entraîne vraiment un déplacement massif de populations, les populations donc, qui vivaient dans ce village. Et puis, parce que les gens ont peur, ils s'enfuient. Et donc, quand vous revenez quelques temps plus tard sur le site du massacre, en fait, vous constatez qu'il y a une mine artisanale qui a vu le jour. Et donc, on cherche délibérément à faire fuir, mais en s'assurant aussi qu'il y a un traumatisme puissant et qui va être transgénérationnel. Il y a des tas d'exemples de la façon dont ces villages sont attaqués. Quand on veut absolument que ce soit périn, que les gens fouillent et ne reviennent plus par rapport à leur traumatisme, on peut parler je veux dire, les pères, on leur fait violer leurs filles, on les oblige à voir des choses absolument horribles. Les mères, parfois, sont obligées de manger leurs propres enfants après qu'ils aient été découpés à la machette. Il y a vraiment des histoires toutes plus sordides les unes que les autres et qui participent à cette destruction mentale de la société. Et donc, c'est durant ces attaques-là qu'on a vu apparaître une nouvelle arme de guerre, c'est le viol, utilisé comme arme de guerre. Et c'est vraiment à partir de 94 qu'on identifie ces actes-là de barbarie spécifiquement. Bien sûr, moi, je ne dis pas qu'il n'y avait pas le viol avant sur le territoire de la RDC. D'abord, il y avait évidemment le viol pendant la colonisation qui se caractérise par... c'est donc pas en utilisant la notion d'arme de viol avec arme de guerre, comme arme de guerre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le viol, c'est partout, dans tous les pays, dans toutes les sociétés, peu importe le niveau social, en temps de guerre, en temps de paix. Ça, c'est une certitude. Mais cette particularité-là, d'utiliser le viol comme arme de guerre avec extrême violence, dans le but de détruire la famille, et de façon transgénérationnelle, ça permet déjà de traumatiser sur plusieurs générations. Ça détruit évidemment la famille, et on sent bien aussi une volonté d'anéantir la femme congolaise. Et la femme, c'est... Oui ? Oui, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi de te couper dans ton élan et on reprendra ton propos juste après. Voilà. Avant de partir, Fafa, je sais que de Sange, elle trouve de la force quand elle entend de la musique et quand il y a des chants. Et je propose que pour
nous donner à tous et donner à Desange la force là, de ce moment. Peut-être que tu peux nous offrir une chanson avant de partir. Seigneur, Seigneur, riva comme riva, riva, wereka kwele mla, riva, riva na vafakona, ukunyenye mekoko. Ukuye me hagle. Oui. Merci beaucoup. Merci Fafa. Tu dois nous quitter parce que tu as un concert ce soir, tu dois partir. Merci de ta présence avec nous. Merci. Fafa, vous filmez. Maud Salomé, tu es avec nous à nouveau. Ça va? Oui. Toi, tu es auprès du docteur Mukwege, depuis 1997, non, depuis 2007, pardon, c'est ça? 2012. Depuis 2012. Depuis 2012. Et depuis 2017, voilà, pardon, je me suis emmêlée dans les dates. Tu as décidé de consacrer tout ton engagement militante, parce que tu étais déjà engagée en tant que militante panafricaine. Tu as décidé d'engager toute ta force et toute ta force militante au service du docteur Mukwege et de son combat. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement? Et puis on va accueillir, dans la continuité de ton propos, le docteur Kadière, qui lui est un chirurgien qui travaille régulièrement aux côtés du docteur Mukwege. Bah oui, donc moi j'étais déjà militante depuis de nombreuses années, et je suis une militante panafricaniste, puisque je pense vraiment que la solution qu'on va pouvoir trouver aux maux qu'on retrouve sur le continent va vraiment être panafricaine. En fait, quand je suis journaliste reporter, donc j'ai été engagée pour faire un reportage sur une nouvelle technique chirurgicale qui allait permettre d'opérer les lésions qui sont créées par le viol avec extrême violence plus en profondeur. Et donc je me retrouve à l'hôpital du docteur Mukwege, c'était en septembre 2012. Et moi, de la capitale, en fait, les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'est du pays, c'est assez loin. Et volontairement, il y a une sorte de boycott sur toutes les informations qui peuvent parvenir de l'Est. En tout cas, c'était vraiment le cas à l'époque. Donc, il y a peu de gens de la capitale, il y a peu de Kinois qui connaissent, qui savent ce qui se passe à l'Est du Congo. Et donc, quand je débarque là, à cet hôpital, je m'attendais pas, je connaissais un petit peu l'histoire, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi choquant et que ça change autant ma vie, en fait. Parce que cette rencontre avec le docteur Mukwege, pour moi, il y a eu un avant-après. Ça a été vraiment une transformation. Je crois que n'importe quelle personne qui rencontre le docteur est transformée. Il suffit quelques minutes avec lui pour avoir quelque chose de différent, en fait, une perception différente. Il y a une énergie que je peux pas vraiment expliquer, mais je sais que la plupart des gens avec qui j'ai échangé là-dessus ont ressenti la même chose. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que tout le travail que je faisais, les choses que je pouvais apporter, en tout cas mes connaissances et mes capacités à réaliser des choses, j'allais les mettre à sa disposition pour pouvoir avancer ce combat qui est un combat qui nous concerne tous,
d'abord en tant que Congolais, mais surtout en tant qu'Africains en général, puisque cette exploitation des minerais, c'est vraiment ce que subit en fait la plupart des pays du continent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la conférence de Berlin qui a découpé le continent africain comme un gâteau. C'est par rapport aux zones où il y avait certains minerais à exploiter. Et toutes les puissances occidentales se sont construites grâce justement, mais soit aux Africains et l'exploitation de la force de travail africaine, mais surtout l'exploitation des minerais. Et donc j'ai effectivement donc j'ai travaillé partiellement, enfin à temps partiel avec lui depuis 2012 et depuis 2017, je suis vraiment à plein temps. Et donc c'est comme ça que je travaille notamment avec des anges, où je travaille aussi à la communication du Mouvement national des survivantes de violences sexuelles en RDC. Et je tiens aussi à préciser que c'est un mouvement qui compte des hommes, parce que y a aussi des hommes qui sont exploités sexuellement. Il y en a pas, c'est pas la majorité évidemment, mais dans le mouvement il y a des hommes. Et donc c'est un travail qui est très fort, un travail qui est fait par des héroïnes comme des anges, qui ont parvenu, je sais pas par quel miracle en fait, qui sont parvenus à transformer effectivement toute cette peine, toute cette douleur en une force qui va leur permettre d'aider d'autres femmes. Et moi, je le vois bien sur le terrain, c'est assez impressionnant, la force qui se transmet, et puis aussi tous ces rassemblements qu'elles font ensemble et qui vont permettre de se dépasser totalement. Je crois que c'est inexplicable. Et le travail qu'on fait sur le terrain, il n'y a que quand on est sur le terrain qu'on comprend vraiment à quel point ça prend une dimension absolument incroyable. Et ça peut, je crois que c'est ce qui fait aussi que le docteur s'est dit maintenant, je vais développer un modèle qui va permettre justement de renforcer sous tous les aspects toutes ces personnes qui ont été victimes et qui sont aujourd'hui des survivantes et qui sont les personnes qui vont changer la société congolaise demain. Je crois que c'est vraiment dans cette optique-là qu'il continue aussi, lui, à trouver la force de se lever tous les matins, parce que c'est vrai que écouter toutes ces histoires, les affronter, et puis le docteur Mukwege, c'est tous les jours reconstruire des personnes complètement détruites physiquement. Je crois que c'est vrai que psychologiquement, on a tous des difficultés, mais qu'on se dit, mais on doit trouver tous la force, parce que sinon, on va pas pouvoir reconstruire notre pays, on va pas pouvoir reconstruire le continent. Et donc, c'est vraiment ça qui a fait que moi, j'ai décidé de m'engager à plein temps dans ce travail. Ce que je voulais dire, c'est que le modèle qui a été créé, qui s'appelle le modèle de Panzi, c'est un modèle qui a été créé par le docteur Mukwege et qui permet en fait de réparer avec le pilier médical, de réparer physiquement. Il y a aussi évidemment la prise en charge psychologique qui est cruciale, parce que si on soigne pas, si on parle pas, si on brise pas le silence, qui est vraiment le mot d'ordre du Mouvement national des survivantes, eh bien, on garde en soi des traumatismes, des blessures émotionnelles profondes qu'on transmet en fait d'une façon assez inconsciente. Et donc, il y a également le pilier de prise en charge légale, juridique, où on va mettre à la disposition des survivantes, des familles des victimes, des avocats qui vont organiser des procès gratuitement, évidemment, à la disposition des survivantes pour pouvoir porter plainte contre leur bourreau quand c'est possible, parce que la justice congolaise, les lois congolaises ont leurs limites à ça, et on essaye de militer et de faire énormément de plaidoyer pour que ça puisse changer. Et puis, il y a aussi tout ce pilier de réinsertion socio-économique où il y a des formations et puis des transformations aussi de la femme en leadership féminin pour donner du pouvoir à la femme, pour redonner en fait du pouvoir à la femme, parce que tout à l'heure on disait que, enfin, vous disiez, Nathalie, que dans certaines sociétés africaines, la femme, mais en réalité, par exemple, quand on prend les Bantous, nous, en RDC, sur le territoire qui correspond à la RDC, on est à majorité des Bantous. Il faut savoir que 80% des sociétés bantoues sont matriarcales. Donc c'est la femme le chef de famille, c'est la femme le pilier de la famille, c'est la femme qui prend des décisions dans la société au niveau de la hiérarchie, etc. Je veux dire de l'organisation de la société, du pouvoir, etc. Et c'est effectivement, ça a totalement été détruit avec l'arrivée de la colonisation, du christianisme, de la destruction de nos identités et de nos spiritualités aussi.
Et c'est vrai que on voit bien que le fait d'avoir voulu reléguer la femme au second plan, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour pouvoir détruire d'une certaine façon la force qu'elle a, la résilience parfois qu'on peut trouver et tout ce pouvoir qu'elle peut apporter pour la cohésion de la société, pour la solidarité, pour tout le partage qu'on est censé avoir quand on fait partie d'une communauté. Merci Maud Salomé. Jeanne-Marie, ça va? Je te laisse te présenter. Je pense que voir si je ne serais pas venue. Je m'appelle Jeanne-Marie Jouguira, je suis professeure à l'Université du Québec à Rimouski. J'enseigne en psychosociologie et je suis originaire du Rwanda. Le travail que je fais au quotidien, c'est un travail de relations humaines. Je dirais que c'est un travail de réparation du tissu déchiré du monde. Les psychosociologues à Rimouski, ils se forment pour accompagner le changement. Quand je suis sur cette table ronde et que j'écoute ces femmes africaines, que j'écoute des anges, que j'écoute Fafa, que j'écoute Maud, j'ai ce sentiment difficile de baigner dans l'impuissance, de continuer de trouver ce que je fais au quotidien pertinent. Il faut que je me ressaisisse. Pour elles, pour les femmes comme ça. Ce matin, je pense que ce que j'aurais besoin de rappeler, c'est que ce que des anges racontent aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent ça au Congo, il y a des femmes qui ont vécu ça au Rwanda, il y a des femmes qui vivent ça en Libye, il y a des femmes qui vivent ça en Afghanistan, il y a des femmes qui vivent ça partout. Et ce qui me désespère, moi, c'est de vivre en Occident. C'est de vivre dans un monde où on croit que ces questions-là ne nous concernent pas, qui sont si éloignées, qu'on n'y peut rien, mais surtout qu'on n'y participe aucunement. Parce que je suis africaine, je ne peux pas, comme mes compatriotes canadiens, je n'ai pas le privilège d'oublier que chaque fois que je fais ça sur mon téléphone, je plonge mon doigt dans le sang des femmes de chez nous. Que chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, je participe à cette chose-là. Que nous sommes dans un monde où, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous participons à un crime contre l'humanité tous les jours. Et ce qui me désespère, moi, c'est l'inconscience, c'est l'ignorance, c'est probablement un projet de ne pas savoir. Un projet qui est en arrière de... C'est comme une ignorance organisée, une inconscience organisée. Je comprends parce que quand je prends la mesure de ce que c'est, je vois comment ça me met en difficulté de ne pas savoir quoi faire. Et je comprends mes compatriotes de ne pas vouloir, mais je me dis, si la société civile ne fait rien, dans les pays du Nord surtout, là où les décideurs, les vendeurs d'armes, les organisateurs des milices se trouvent, il n'y a rien qui va se passer. On ne peut pas compter sur nos politiques. Je pense qu'il n'y a que la société civile qui pourrait peut-être encore faire quelque chose. Mais je voudrais surtout insister sur
quelque chose que je savais, mais qui me frappe encore avec beaucoup de puissance ce matin en écoutant des anges. C'est que finalement, on veut attaquer le corps des femmes parce que la femme, c'est le socle de la famille, c'est le socle du village, mais c'est aussi l'ancrage sur le territoire. La femme, elle porte la vie, elle donne la vie, et elle permet à la vie de continuer en fait. Et ce n'est pas pour rien que c'est à elle qu'on s'attaque. S'attaquer à la femme, c'est la même chose que s'attaquer à la vie. Ce qu'on vise, et puis, en plus, j'ai aimé ça que le docteur Mukwege qui dit prends ton miroir pour aimer ton vagin. C'est par là que nous mettons au monde le monde. C'est par là que la vie se transmet, se porte et se met au monde. Et ce n'est pas pour rien que, je ne sais pas, l'inconscient collectif destructeur s'attaquant à la femme, ce qui est visé, c'est la vie. Et je ne sais pas si on se rend compte. On essaye de trouver des réponses économiques, des réponses politiques, des réponses sociologiques, des réponses médicales, mais il n'y a personne qui pose la question de l'aliénation spirituelle qu'il y a dedans. J'ai le sentiment qu'on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira jamais si on ne pose pas la question spirituelle au milieu, comme socle, comme centralité de nos préoccupations. Quand on fait aux êtres humains ce qu'on a fait à des anges, comme on a fait à la femme qui met son enfant dans le mortier dont on parle, ce qu'on est en train de tuer, ce qu'on vise, c'est l'âme. Ce qu'on vise, c'est l'esprit. Ce qu'on vise, c'est la psyché. Ce qu'on vise, c'est le vivant. Nos riches, là, le 1% en question, ils ne font pas la guerre au Congo seulement. Ils ne font pas la guerre aux femmes seulement. Ils font la guerre aux vivants. On a besoin de dépasser les questions absolument inutiles et absolument ridicules de nationalisme, de ce qui nous différencie. Tu sais, les Rwandais qui attaquent les Congolais, les Juifs qui attaquent les Palestiniens, les Français qui ne veulent pas rien savoir des immigrants. Quand nous sommes en train de faire ça, nous sommes tous en train de devenir des complices dans la guerre globale faite au vivant, faite à l'esprit, faite à l'âme. Cette jeune femme, elle n'a même pas l'âge de mon cadet. Quand elle dit ce qu'on m'a fait, je ne suis pas capable de l'oublier. À chaque fois que je pose mon regard sur mon enfant, c'est ce qu'on m'a fait qui revient. Vous vous imaginez ce que c'est? Il est en train de nous parler d'un syndrome traumatique. Il est en train de nous parler du lieu où son esprit a été marqué. Et nous avons besoin de réinventer des rituels, de réinventer des manières de nous adresser à la réparation de notre rapport à notre corps, à notre psyché, à notre âme, à notre inconscient collectif, pour que cesse ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est pas tuer cette petite fille-là. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est blesser à jamais l'inconscient collectif des Africains. Pour pouvoir bénéficier un jour d'une Afrique sans Africains. C'est ça qu'on veut.
C'est une Afrique sans Africains qu'on veut. Parce qu'on les aura suffisamment abîmés pour qu'ils s'entretuent eux-mêmes et qu'on continue de dire que c'est eux les barbares. Et la réponse à ça, c'est justement de trouver la force de transcender la barbarie, de transcender, comment je dirais, nous avons besoin de ressusciter. Parce que le travail de nous tuer, ils l'ont réussi. Mais ils n'ont pas touché à quelque chose qui existe dans l'être humain, que la plupart d'entre nous ont oublié, que mon ami Christiane Singer appelait « Il y a dans l'humain de l'inviolable ». Si cette jeune fille, si jeune soit-elle, peut se tenir devant nous encore, droite, marcher, s'occuper d'autres femmes, c'est qu'il y a de l'inviolable dans l'être humain. Et c'est ça, et c'est pour ça que nous devons nous engager. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que je sortirai de Darwin cette année avec un engagement de faire de la féministe décoloniale que je suis une militante spirituelle. Je vous remercie. Merci. Cette phrase de ce que tu dis sur il y a quelque chose en nous qui est inviolable. Il y a cette part de nous inviolable, cette part qui reste intègre. Et c'est à cette part-là qu'il faut, c'est cette part-là qu'il faut nourrir, qu'il faut rejoindre, qu'il faut faire grandir. Et en ce sens-là, c'est un engagement pour le vivant. Et ça transcende tout. On devait avoir à nos côtés aujourd'hui, même à distance, le docteur Mukwege. Il se trouve que, Maud, peut-être que tu peux expliquer, il est à ce jour, on voit quand même la violence de cette chose, comment on veut briser cette part qu'on veut, cette part inviolable, on essaye de l'atteindre, mais elle est inatteignable, il faut la préserver et la rejoindre. Et lui, il est menacé de mort. Sa prise de parole est rendue difficile. Et peut-être que tu peux nous expliquer, Maud. Et puis, on a l'honneur d'avoir à nos côtés, là, dans quelques instants, le docteur Guy Bernard Cadière, qui est le chirurgien qui travaille aux côtés du docteur Mukwege, qui va parler de son expérience, de son parcours, et comme un hommage aussi à cet homme qui est le docteur Mukwege, et à tous ses héros et toutes ses héroïnes. Voilà, le docteur Mukwege, vous le savez, a été prix Nobel de la paix en 2018. C'est un combat qu'il mène de façon acharnée, constante, avec comme force, je pense, j'ai cru comprendre que sa force c'est l'amour. Et donc je vais te laisser expliquer pourquoi il ne peut pas s'exprimer, et puis on va laisser la parole au docteur Cadière qui travaille à ses côtés. Mais
Donc, le docteur n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. C'est vraiment lié au fait à toutes les activités qu'il y a et l'agenda de l'hôpital, malheureusement. Et c'est vrai qu'il a énormément de travail. Tous les jours, ça se rajoute. Donc voilà, malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible. Merci. On va accueillir. Oui. Oui. Vas-y. Si vous pouvez juste me laisser quelques oui. minutes, comme ça on peut passer Oui, à l'autre personne. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci. J'arrive. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut aussi applaudir Maud Salomé qui est là. Juste une petite transition technique pour envoyer le lien et être en connexion avec le docteur Cadière. C'est bon? Vous me faites un petit signe? C'est bon? Il n'est pas encore là. Il faut que je parle. J'avoue que j'ai un peu de mal à trouver les mots après la puissance du témoignage de Desange et la puissance de ton propos, Jeanne, et puis de tous nos invités aujourd'hui. Des fois, on n'a pas besoin de mots. On peut aussi accueillir le silence, et c'est aussi le plein. Oui. Oui. Rugira. Comment je vais retranscrire ce que tu viens de vivre à tes élèves au Québec. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Tu sais, madame, je viens d'une culture orale. Chez nous, on raconte. Je vais leur raconter ce que j'ai entendu, les personnes que j'ai rencontrées, la question que tu m'as posée. D'accord. Mais Attends, je vais mettre en mute. raconter ça à mes étudiants, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est raconter ça à mes compatriotes. C'est de continuer de dire à tous qu'il y a des gens qui saignent de nos privilèges et que c'est de plus en plus indécent de faire comme si on ne savait pas. C'est pas un enjeu de tenter de culpabiliser les gens que de nous mettre devant notre responsabilité citoyenne et spirituelle de trouver des solutions à ces problèmes récurrents qui sont en train de tuer plus que les humains, plus que la terre, mais d'attaquer le vivant. Je te remercie. Bonjour. Okay. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci, docteur, d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Vous êtes chirurgien et vous avez, depuis 2011, je crois, travaillé aux côtés du docteur Mukwege régulièrement. Et nous sommes très honorés de vous avoir, même loin, avec nous aujourd'hui pour partager cette expérience, pour nous partager le parcours, le chemin par lequel vous arrivez à Panzi et la rencontre que vous avez faite avec le docteur Mukwege et ce que vous en avez appris, tiré en tant que, certes, vis-à-vis de cette barbarie, mais aussi ce que vous en avez tiré comme force, vous aussi.
Écoutez, je suis donc moi chirurgien digestif, hein, et je suis professeur à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et je suis responsable du service de chirurgie digestive. Et donc j'ai rencontré Denis Mukwege à l'occasion d'une visite de Denis Mukwege à l'hôpital de Saint-Pierre, parce qu'il venait chercher un award en Belgique. Et donc ça a été tout de suite un espèce de coup de foudre, si vous voulez, entre nous. Et 3 mois plus tard, effectivement, je partais avec une dizaine de chirurgiens, instrumentistes et anesthésistes à Panzi pour aider le professeur Mukwege à opérer. Et alors, en fait, ce qui lui plaisait, c'est que je n'opère pas dans le ventre en l'ouvrant. C'est-à-dire que je ne fais pas de larges incisions, je fais des petites incisions de 5 mm, et une des incisions sert à introduire la caméra. Et alors, donc, j'opère et je surveille l'intervention, ce que je fais grâce à un écran de télévision. Donc pour le docteur Denis Mukwege, c'était intéressant d'avoir une voie d'abord des lésions du rectum, du vagin ou de la vessie par une autre voie d'abord. Donc le docteur Mukwege est entre les jambes et il répare tous les dégâts qui ont été faits dans les parties génitales des femmes qui ont été victimes de viol avec extrême violence. Ça veut dire quoi avec extrême violence? En tout cas, de ce que moi j'ai constaté là-bas, c'était soit des introductions de machettes dans le vagin, soit de la colle brûlante, soit on tirait avec un revolver dans l'anus. Et donc ces gens, évidemment, les victimes et les survivantes, parce que nous on les appelle les survivantes, je ne sais pas le terme que vous utilisez, mais nous on utilise le terme de survivantes parce qu'il faut qu'elles aient accès aussi à l'hôpital. Elles doivent souvent marcher pendant tout un temps, et si on ne les trouve pas sur la route, nous, avec notre colonne mobile, eh bien elles arrivent rarement en vie à l'hôpital. Ceux qui arrivent à l'hôpital, donc on peut maintenant les prendre en charge, on opère en fait à 4 mains. Quand les lésions sont profondes, c'est plus facile pour moi d'atteindre le vagin, le rectum ou la vessie. Quand les lésions sont superficielles, c'est plus facile pour le professeur Mukwege. Et finalement, ce qu'on fait au niveau du pelvis, où se trouve le pelvis, c'est la région où se trouve la vessie, le vagin et le rectum. Eh bien, on a 2 voies d'abord. On opère à 4 mains, par voie basse, c'est la voie du docteur Denis Mukwege, et moi par voie haute, si vous voulez, au travers du nombril. Et donc, on opère à 4 mains, on se fait une espèce de rencontre, et c'est comme ça qu'on reconstruit le vagin, le rectum et la vessie. Voilà, en fait, mon job. Moi, je suis un expert, si vous voulez, des petites lésions et d'utiliser la caméra. Et le docteur Mukwege est un des plus grands chirurgiens, en tout cas avec la plus grande expérience au monde des corrections de fistules, les fistules étant les communications anormales entre le vagin, la vessie et le rectum. Eh bien, donc, si vous voulez, on a réuni 2 expertises. Mais moi, en fait, je fais ce que le professeur Mukwege me demande de faire. Je suis là comme expert. Je suis pas là. Je ne suis pas venu là-bas en disant voilà comment je vais vous aider, voilà dans quel domaine je vais vous aider. Je fais ce qu'il me demande. Et en tant qu'expert, très bien, et en tant qu'homme, qu'est-ce que cette expérience, qu'est-ce que cette rencontre a généré chez vous? La rencontre avec le docteur Denis Mukwege était une rencontre extraordinaire. Je vous l'ai dit, c'était vraiment pour moi un coup de foudre. Et immédiatement après, on a organisé, donc ça fait 10 ans qu'on organise 3 ou 4 missions par an, et on opère à chaque fois environ 180 patients. Et donc, je pense qu'on est relativement efficace là-bas, mais évidemment, c'est une région de barbarie absolue. Donc, dans des conditions de barbarie absolue, vous rencontrez des gens exceptionnels. Et le docteur Mukwege en fait évidemment partie, mais vous rencontrez aussi
des infirmières qui vous passent les instruments et qui ont dû se lever le matin très tôt pour pouvoir venir à l'hôpital, qui sont en danger parce qu'ils peuvent tomber sur une bande armée sur la route. Et donc, ça, c'est vraiment des héros. Et donc, première chose, c'est pour moi, évidemment, partir en mission comme ça, c'est rencontrer des gens exceptionnels dans des conditions de barbarie. Donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est très interpellant pour moi et qui a changé ma vie, en fait. Euh, alors, en tant qu'homme, par rapport au travail qu'on fait, c'est ça aussi la question que vous me demandez? Ben, écoutez, moi, je vais vous dire, hein, je suis amoureux de toutes mes patientes. Parce que ce sont des femmes extraordinaires. Vous avez d'ailleurs à vos côtés une de ces dames extraordinaires qui, qui ont donc, si vous voulez, été victimes des choses les plus abjectes et qui ont gardé cette envie de vivre et qui leur ont donné ce courage et cette motivation. Et c'est quelque chose de fabuleux de voir que ces femmes qui ne demandaient rien, qui étaient déjà des erreurs dans l'histoire, dans le sens où ce sont des gens extrêmement fragiles, qui ne demandent rien et qui ne comprennent pas pourquoi on les agresse. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le corps est un champ de bataille. Pourquoi? Eux sont nés dans un village, ils cultivent, et pourquoi est-ce que quand ils vont cultiver, pourquoi est-ce qu'on leur tombe dessus, et pourquoi est-ce qu'on en fait des esclaves sexuels, pourquoi est-ce qu'on mutile leurs organes? Ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on voulait voler leur utérus? Enfin, c'est toutes des questions comme ça. Mon premier cas que j'ai opéré là-bas avec Denis Mukwege, c'est une petite fille de 18 mois qui avait été violée par des soldats. Et donc, évidemment, les dégâts sont importants parce que quand vous avez comme ça plusieurs pénis qui rentrent dans un tout petit orifice, ben, au bout du compte, qu'est-ce que vous avez? Un cloaque. Il n'y a plus de différence entre le vagin, la vessie ou le rectum. Et il faut reconstruire ça. Alors, qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Ben, je me concentre sur les tissus qu'il faudra réparer, où est-ce que je vais trouver des tissus normaux, et puis alors j'essaie avec Denis de voir où est-ce qu'on peut trouver des tissus sains pour reconstruire les choses. Ben, je me concentre là-dessus. Je ne suis pas capable de comprendre comment est-ce qu'on peut traiter des gens comme ça. Quand vous lui posez la question de face à cette haine, quelle réponse il a? Lui, il répond, c'est l'amour qui est la réponse à la haine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Oui, ben, donc, le problème, c'est que les gens qui font ces actes de barbarie, ce sont d'abord des gens très jeunes, c'est des enfants, soldats, qui n'ont pas eu d'éducation, qui n'ont pas appris ce qui est bien, ce qui est mal. Et quand on a eu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec deux agresseurs comme ça, qui avaient 15 ans. Et donc, je leur demande, avec la traductrice, mais enfin, pourquoi tu as fait ça? Et puis, je dis, tu te rends compte, tu as fait ceci, et donc la personne, maintenant, elle est stigmatisée, elle perd ses selles et ses urines partout, et c'est quelqu'un que tu ne connaissais pas, pourquoi tu as fait ça? Il y a un silence, et puis, oh, il y a la sandale de mes souliers qui est cassée, est-ce qu'on peut réparer ça? Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Et à la fin, vous avez pas une empathie pour ces agresseurs, mais vous avez un sentiment de compréhension. Et ça, en tout cas, c'est ce qu'a développé le professeur Mukwege avec sa longue expérience d'être confronté à la fois aux victimes et aux agresseurs. Et il se rend compte que finalement, la seule manière de redonner un sens à tout ça, la seule manière de donner la paix dans la région, c'est d'abord qu'on arrête cette impunité des chefs de guerre qui engagent des enfants soldats et qui se vantent
à Bukavu, qui se vantent de leurs exploits et qui sont après nommés dans l'armée, qui sont gratifiés à des postes. Donc, tant que ce système-là continue, c'est impossible d'arrêter cela. Et donc, le docteur Mukwege devra soigner la jeune fille qui l'a reçue, puis la fille de cette jeune fille, puis la petite fille de cette jeune fille. Ça fait maintenant 30 ans que le professeur Mukwege ne comprend pas comment cette situation est possible, comment cette situation est pensable, sans que ça éveille auprès de la communauté internationale un dégoût profond et qu'il y ait une réaction. Et donc, évidemment, moi, je ne connais pas ça, je ne connais pas les tenants et les aboutissants et pourquoi c'est comme ça et quels sont les intérêts derrière ça. Je me rends bien compte que c'est chaque fois, les patients que je reçois viennent de régions où, justement, il y a des minerais, il y a du coltan, il y a du cobalt. Évidemment, ce n'est pas des régions où il n'y a pas de, où il y a pas de richesse dans le sous-sol. Et ces richesses dans le sous-sol, ben, forcément, ce sont des multinationales, ce sont les pays avoisinants, ce sont parfois des organismes locaux qui exploitent cela en toute impunité. Bon, voilà. Moi, je ne connais pas plus que vous sur ces tenants et ces aboutissants, mais par contre, les dégâts faits, ça, je les connais bien, et je peux vous dire que ça n'est pas descriptif. On ne peut pas décrire ça. Nous avons publié 250 fillettes qui avaient été violées par des bandes armées, 250 fillettes de moins de 5 ans. Et donc les dégâts, vous voyez, ça on les a décrits et on les a publiés dans des revues scientifiques internationales qui sont accessibles à tous. Voilà. Docteur, j'ai une question pour vous. Bonjour, je m'appelle Jeanne-Marie. J'ai une question pour vous. Bonjour. Des fois, je me demande si on n'est pas coincé dans une pensée binaire à l'occidental qui nous empêche de penser ces questions-là. Ce que je veux dire, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les personnes qui commettent ces actions d'une barbarie extrême sont des enfants et des petits-enfants de ceux qui ont été avant eux complètement détruits et qui sont aussi déshumanisés. Moi, ma question, c'est est-ce que la perspective de punir elle est suffisante ou nous sommes face à des populations qu'on doit essayer de travailler à soigner, à guérir, à réparer pour les réhumaniser? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oui, alors évidemment, ce que vous évoquez là est essentiel. C'est-à-dire que punir ne va pas être suffisant. Et quand on dit punir, on ne s'adresse pas à une personne. Je pense, moi, que pardonner sans réclamer justice n'apporte rien. Hein. Et donc, je crois vraiment qu'il faudra être ferme là-dessus. Mais il faut avant tout maintenant rééduquer. Mais vous savez, madame, vous parlez d'une vue binaire avec les Occidentaux, mais moi, ce qui me perturbe le plus, c'est que j'ai l'impression que la manière dont on éduque les gens maintenant avec cette absence de solidarité, avec cette notion de performance, d'égoïsme, et avec plus aucune empathie, parce que quand vous avez de l'empathie, forcément, vous n'êtes pas performant, donc vous ne serez pas au top. Hein. Eh ben, c'est facile, hein. On continue comme ça, on continue à éduquer nos enfants comme ça, et on arrivera à cette région, à la même barbarie qu'il y a dans l'est du Congo. Et c'est facile de dire, ça je peux le dire aux gens, je peux dire, continuez comme ça,
Eh bien, si vous voulez savoir comment vont vivre vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, il suffit d'aller dans l'Est du Congo et vous verrez ce que c'est que la barbarie. Et on ne se rend pas compte comme la civilisation dans laquelle on a la chance incroyable de vivre, ou quand il y a quelque chose d'injuste, on peut réclamer justice. Eh bien, qu'une société, une démocratie comme ça, c'est extrêmement fragile et qu'il faut défendre ça chaque jour. Mais là où vous êtes, c'est Bordeaux, hein, je pense. Eh bien, Bordeaux, la France, l'Europe, l'Occident est en train de dériver aussi dans cette notion de est-ce que je vais aider quelqu'un qui a eu les inondations? Est-ce que je vais aller aider? C'est fini ça. Mes parents m'ont inculqué la solidarité et finalement, c'est comme ça qu'on est heureux. Hein. La seule manière d'être heureux, c'est d'aider les autres. Merci. Merci beaucoup. Merci. Le temps passe et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir, merci. Au revoir. Justement, la table ronde qui va suivre va traiter de cette question de l'impunité. Donc là, je pense qu'on a tous besoin d'aller faire une petite pause et je vous invite à revenir d'ici un petit quart d'heure. On aura pris un quart d'heure de retard pour la table ronde autour de l'impunité. Merci de votre écoute. Merci à vous.